Eva Martin, auteure de fantasy et de mon premier roman, Miska. Ah, la fonction des histoires, pour moi, c'est, en particulier dans les littératures de l'imaginaire, c'est d'explorer les travers et les grandes questions de notre société en utilisant les outils de l'imaginaire pour changer un peu le focus, pour faire un pas de côté et pour en profiter pour aller nous observer nous-mêmes avec un point de vue un peu différent. J'ai toujours lu beaucoup de fantasy et de science-fiction parce que c'est vrai que ça permet aussi de s'évader et pas que de creuser les aspects de notre société. On va trouver du Tolkien évidemment, du Lovecraft aussi un petit peu, du Glenn Cook, de l'Abercrombie, voilà, ce genre de... du Terry Pratchett, oui, Pratchett, mon Dieu. Un long parcours solitaire. J'ai pas eu d'école de formation à la narration. Oui, non, ça a été de l'auto-apprentissage à travers énormément de lectures et pas mal de patouillages inachevés d'écriture en mode perso pendant très longtemps. Et puis petit à petit, on rencontre d'autres gens qui sont dans la même galère et donc on s'entraide un petit peu comme ça. Mais oui, c'était assez perso comme parcours. Ah, mais il n'y en a pas, c'est ça qui est génial. C'est que justement, il y a des codes traditionnels, peut-être, mais des règles, point, mis à part essayer d'embarquer un lecteur dans une histoire, qui est quand même en général le but. Donc voilà. Non, les règles, justement, ce qui est intéressant, c'est de s'en affranchir un petit peu. Ah, je la vois très bien. J'ai par exemple une collègue qui s'appelle Louise Roulier, qui a écrit, c'est tout bête quand on parlait de règles. Elle a écrit de la fantaisie, donc plutôt Renaissance médiévale, et la thématique, c'est le voyage dans le temps. Et en la lisant, je me suis rendu compte qu'il était rarissime de voir le voyage dans le temps exploré en fantaisie, alors qu'en SF, c'est communément admis. Voilà. Alors, il y a de la préparation. Il y en a. J'aimerais être ce qu'on appelle une architecte. J'ai souvent des plans, voire des plans détaillés. Et en général, je diverge. Voilà, les personnages partent faire des explorations de leur côté. Donc en fait, le plan au final me sert de cadre plutôt contextuel à l'histoire globale. Et les personnages ont de toute façon tendance à dire que ce que j'avais prévu n'était pas l'idéal. Donc je m'adapte à ce qui me paraît coller le mieux. Alors c'est le plus important en fait. J'arrive pas à lancer l'écriture si j'ai pas au moins un personnage principal qui commence à causer tout seul dans mon esprit. Et en plus, en général, il parle pas avec ma voix à moi, donc il faut vraiment que l'identité se fasse. En général, c'est quelques semaines, même quelques mois ou plus, parce que des fois c'est sur le long terme, mais de petites touches de réflexion. J'y pense et j'y repense. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui prend forme d'abord dans mon imagination et après sur le papier. Oui. Alors sur le premier jet, toujours une immense satisfaction et c'est toujours le meilleur bouquin de l'univers. Et puis, alors, il y a plusieurs choix. Soit on attend quelques mois et on repasse dessus et franchement... Même avec son propre point de vue, on se rend vite compte que tout est toujours perfectible. Et puis après, il y a la grande aventure de la correction éditoriale, quand on a la chance d'avoir un éditeur qui se prête au jeu. Et là, on a un point de vue de professionnel extérieur. Alors, il ne faut pas que ce soit trop intrusif, mais il ne faut pas que ce soit trop superficiel non plus. Et là, en l'occurrence, de la réécriture, il y en a eu. Parce que le roman faisait un tiers de plus en volume, ce qui était, je le savais moi-même, beaucoup trop gros. Donc il a fallu sabrer un petit peu, mais quand c'est pour le bien du roman, ça va. Ça fait pas si mal que ça. Ah, vous pouvez le faire. Le syndrome de l'imposteur, c'est une purge. Je suis moi-même toujours pas convaincue que ça s'est vraiment passé, que j'ai vraiment un bouquin qui a été édité. Donc je crois que franchement, comme c'est une activité qui est quand même vraiment, par principe, assez solitaire, sur tous les moments de travail, c'est assez solitaire. On est seul face à ces complexes et à ces dévalorisations et vraiment, il ne faut pas les laisser parler parce que je crois qu'on est tous capables d'écrire des chouettes histoires. Il faut s'écouter un petit peu des fois. Ah, ça c'est une vraie question.
Je vais prendre un peu le parallèle de l'illustration parce que je suis aussi graphiste de métier et là pour le coup c'est vraiment déjà complètement entré dans notre univers de création, de visuel. Et autant j'ai pu apprécier à ses débuts l'intelligence artificielle parce que en termes de composition par exemple, elle était capable, quand on la mène bien, de créer des compos originales, visuellement parlant. Et je pense qu'au niveau de la narration, il est possible qu'en la menant bien, il se passe aussi des choses intéressantes en termes de créativité. Seulement, je parle juste vraiment de composition, c'est-à-dire pas de création entière, parce que, en fait, quand elle est arrivée il y a quelques années, moi, à proposer réellement des créations plus abouties, et bien là, on arrive vraiment à une espèce de pré-mâché complètement lisse et pour le coup vide de sens, et que j'apprécie beaucoup moins. Et puis il y a aussi toute cette problématique du fait qu'elle se nourrit du travail existant. Donc on a envie de dire parfois que les artistes sont toujours inspirés les uns des autres, ce qui n'est pas faux. Mais il y a ce risque qu'elle finisse par tourner en vase clos en fait et par s'auto-nourrir de ce qu'elle a déjà auto-remâché et c'est beaucoup moins engageant en ce qui me concerne.